Hey les geekettes, hey les geeks, aujourd'hui dans 100% que du lourd avec un animateur super lourd. Mais heureusement quand même, il y aura la critique de Nintendo Land, un reportage consacré à Street Fighter Cross Tekken Vita, et puis un Retro Magic spécial consacré à l'ami Gegege no Kitaro. Et tout de suite, nous retrouvons les news. Alors que les mutants de Jules Watcham ont déjà envahi l'eShop de la 3DS et les plateformes PC, le créateur a gazouillé sur un célèbre site de microblogging qu'une version Wii U de son jeu Mutant Mudds verrait le jour au premier trimestre 2013. Remettez votre jetpack pour ce jeu plein de pixels, qui sera donc bientôt téléchargeable via la boutique en ligne de la nouvelle console de Nintendo. Le jeu devrait être une amélioration de la version 3DS, avec les niveaux bonus inclus de base, mais sûrement aussi du contenu inédit. Quant aux fonctionnalités Wii U, il devrait être possible de jouer au jeu uniquement sur le gamepad, et on peut se laisser rêver à d'éventuelles fonctionnalités online pour le Miiverse ou autre. Il est encore un peu tôt pour en être sûr, mais de nouvelles infos seront évidemment bientôt disponibles. Super Hexagon est un jeu diabolique. Bon, ça, vous le savez bien que les jeux vidéo, ça accable les pauvres joueurs de tous les maux de la Terre. Mais le titre de Terry Cavanagh est particulièrement hypnotisant et juste chronophage à l'extrême. Ah, on veut les grappiller ces quelques secondes de plus sur cette musique entêtante. Si vous n'avez pas encore craqué pour une des versions tablettes de la marque à la pomme, vous pouvez désormais mettre le doigt dans l'engrenage sur PC. Direction la plateforme de téléchargement la plus vaporeuse du moment. Le gameplay est toujours aussi simple, marchant avec deux touches, droite et gauche, pour diriger votre curseur et la touche espace pour relancer le jeu. Et vous l'utiliserez beaucoup, mais alors beaucoup. À vous les joies du chrono si vous n'avez pas encore cédé à la tentation. Et vu le prix ridicule du jeu, d'autant plus en ces périodes de solde, difficile de ne pas craquer pour réduire encore un peu ces quelques courtes heures de sommeil la nuit. Wonderful. Nikola Tesla était un inventeur de la seconde moitié du 19e siècle, farouche défenseur du courant alternatif, face à Edison qui lui était en faveur du courant continu. Pour l'anecdote d'ailleurs, l'inventeur était incarné par David Bowie à l'écran dans le film Le Prestige. Dans Teslagrad, développé par le studio norvégien Rain Games, le joueur incarne un jeune homme qui devra jouer sur un principe de polarité pour grimper au sommet d'une tour. D'une esthétique steampunk très séduisante, il faudra jouer entre l'attraction et la répulsion magnétique, mais aussi savoir alterner les différents courants qui semblent parcourir les différents niveaux dans une aventure complètement muette, nous promettons. Les quelques images que le studio a présentées font déjà bigrement envie, et il devrait pouvoir proposer son jeu sur PC, PSN et XBLA début 2013. Oui, excusez-moi mon sommaire un petit peu pourri, mais hier soir on m'a traîné en boîte de nuit et j'ai encore des séquelles. Moi les boîtes de nuit j'aime pas ça, c'est pas ma faute, il fait trop chaud, la musique est trop forte et le tarif des consommations, c'est abusé franchement. Avec un verre, vous pourriez vous acheter un jeu. Et avec deux verres, peut-être même une console. Et ça tombe bien puisque maintenant il y a la Wii U qui est sortie. Et c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui c'est la première critique d'un jeu Wii U qu'on va faire sur nos lives. Et c'est Nintendo Land. C'est merveilleux encore plus parce que c'est la thématique de la semaine. Hier, il y avait tout l'univers Sony qui était représenté avec PlayStation machin truc là, et aujourd'hui, hop, c'est Nintendo. Ça c'est bien fait quand même la télé. Bravo, vive la France. Nintendo Land est une compilation de minigames visant à présenter et exploiter les spécificités de la Wii U et de son gamepad. Vendu indépendamment de la console ou fourni avec dans le Premium Pack Nintendo, il propose un mini-hub à upgrader et 12 attractions distinctes. 6 d'entre elles se jouent uniquement en solo et à l'aide du gamepad, les 6 autres étant jouables jusqu'à 4 ou 5 en mode coop pour 3 d'entre elles et en mode compète pour les 3 autres. Ces 6 minigames multijoueurs nécessitent donc d'avoir 3 ou 4 Wiimotes normales, voire des Wiimote Plus pour l'attraction Zelda et certains modes de l'attraction Metroid, cette dernière nécessitant également de 2 à 4 nunchuk. Autant dire que pour profiter pleinement du jeu, il faudra soit avoir une Wii, soit avoir des amis qui en possèdent une, soit acheter 4 Wiimote Plus et autant de nunchuk. Nintendo Land sera pour beaucoup de joueurs une espèce de titre ambassadeur, leur premier contact avec la Wii U, le prisme par lequel ils se feront un premier avis sur la nouvelle console de salon Nintendo. Nintendo Land est aussi une espèce d'énorme tutoriel jouable destiné à mettre en avant l'utilisation des 2 écrans de la Wii U, la télé et l'écran du gamepad, les fonctionnalités gyroscopiques de la mablette, le côté tactile de cette dernière, et bien entendu le gameplay asymétrique permettant d'opposer le joueur au gamepad à tous les autres équipés de Wiimote et focalisés sur la télé. Ce jeu se doit donc d'être à la Wii U ce que Wii Sports a été à la Wii, une démonstration du gameplay made in Nintendo adapté à un tout nouveau périphérique, le gamepad.
Pour ces 12 attractions, Nintendo a créé un parc, Nintendo Land, ainsi qu'une mascotte qui fera office de guide, Monita. Monita se présente sous la forme d'un écran doté d'un bras articulé, d'un petit chapeau et d'une voix très agaçante. Je vous ai apporté un petit quelque chose pour fêter ça. Limite insupportable en fait, mais j'imagine que ça dépendra des goûts et de l'âge des joueurs. Quoi? Le joueur sera donc accompagné pas à pas dans la découverte du parc et de ses attractions. Au début, il faudra se rendre à pied jusqu'à celle-ci, située à la périphérie du parc. Celui-ci, assez petit et tout vide, possède une forme circulaire. Rapidement, il se remplira de Mii, des bots au départ, puis les Mii de joueurs issus du monde entier, une fois la console connectée et mise à jour, ce qui n'était pas le cas lors de la réalisation de cette critique. On peut donc se déplacer librement au sein du parc, à l'aide du gamepad et de son Mii, créé au lancement de la console ou importé de la 3DS. Le gamepad fait d'ailleurs ici montre de ses capacités gyroscopiques, puisqu'on peut tourner autour de soi avec l'écran en main pour bouger la caméra dans toutes les directions. En revanche, cela signifie qu'il faut lever l'écran devant soi pour voir devant soi. Impossible donc de se déplacer dans le parc avec le gamepad sur les genoux. Le parc, lui, est assez laid, avec des couleurs criardes et des éléments de décor au design douteux. L'île de Wuhu, qui servait de décor à Wii Fit, Wii Sports Resort ou encore Pilot Wings Resort sur 3DS, nous manque un peu pour le coup. Très vite, il se remplira néanmoins avec une tour pachinko centrale et un jukebox géant, des objets de déco ainsi qu'un petit train, mais nous y reviendrons. Bravo René. Il est plus que temps de passer en revue les 12 attractions du jeu, auxquelles on peut rapidement accéder via un quick menu. Et on va commencer par les 6 minigames solo. Yoshi's Fruit Cart, alias la récolte fruitée de Yoshi, fait usage du stylet et du double écran gamepad télé. Bête comme un chou, il nous propose de tracer sur l'écran du gamepad le chemin qu'empruntera Mecha Yoshi pour rejoindre la porte de sortie et gober les fruits qui l'ouvriront. Très vite, les choses se compliquent avec des fruits à gober dans un ordre précis, des fruits mouvants, des trous, des piments et autres surprises. Sachant que les fruits et les obstacles ne sont visibles que sur la télé. Rigolo sans plus. Octopus Dance, alias la danse de la pieuvre, exploite les 2 sticks analogiques du gamepad ainsi que son gyroscope. L'idée est de reproduire en rythme les mouvements exécutés par l'IA. À chaque bras correspond un stick, le gyroscope lui sert pour quelques mouvements, comme le saut et le fait de se pencher sur les côtés. Il arrive également que l'IA donne une claque dans le dos du joueur pour le retourner, ce qui nous oblige à regarder l'écran télé et non plus celui du gamepad. Rigolo et tout public, quoique franchement dispensable. Donkey Kong Crash Course, alias le circuit périlleux de Donkey Kong, est l'un des meilleurs minigames solo du jeu. On y contrôle un petit chariot composé de 2 roues que l'on fera rouler sur des charpentes métalliques en oscillant de droite à gauche le gamepad. Et de temps à autre, il faudra souffler sur le micro, appuyer sur une gâchette ou tourner un stick afin de faire bouger les passerelles. Le chariot, très fragile, se brisera à la première occasion. D'où la nécessité de bien doser ses mouvements et sa vitesse de déplacement. Sachant qu'on est motivé par le chrono qui ne cesse de défiler, comme les vies d'ailleurs pour les moins prudents. Heureusement, le chariot répond parfaitement au mouvement du gamepad. On notera que la télé présente une vue globale du niveau, l'écran du gamepad zoomant sur la portion du circuit où se trouve le joueur. Excellent! Takamalu's Ninja Castle, alias la citadelle ninja de Takamalu, nous oblige à tourner verticalement le gamepad, sur l'écran duquel on fera glisser son doigt pour lancer des shurikens. L'objectif, shurikeniser les ninjas qui apparaissent sur la télé. Le gamepad gère la vitesse du lancer. Plus vite on glisse son doigt, plus vite le shuriken part. On pourra également utiliser des parchemins en nombre limité pour déclencher des pouvoirs spéciaux. En traçant un trait horizontal, on ralentit le temps. En dessinant un cercle, on remplace momentanément ces shurikens par des bombes. Rigolo et assez précis, mais on en a quand même vite fait le tour. Captain Falcon's Twister Race, alias la course sinueuse de Captain Falcon, est clairement le moins intéressant de tous les minigames solo. Assez similaire à de nombreux jeux de course sur tablette tactile, il nous propose d'osciller le gamepad que l'on tiendra à la verticale afin de diriger son vaisseau. Obstacles à éviter, barre de boost, pièces à ramasser, tous les éléments classiques de ce type de jeu sont présents, avec une seule nouveauté, le fait que l'on soit obligé de regarder la télé lorsqu'on passe dans un tunnel. Sur le téléviseur, la caméra est en effet fixée derrière le joueur, tandis que sur l'écran du gamepad, une vue de dessus est proposée. Classique et pas spécialement fun. En revanche, Balloon Trip Breeze, alias le voyage en ballon, c'est une autre histoire. Assez long, très précis, il nécessite l'utilisation du stylet. Comme pour le minigame Donkey Kong, l'écran du gamepad propose une vue zoomée de celle affichée sur la télé. Mais là, c'est la télé qu'on doit regarder.
À l'aide de petits coups de stylet, on crée une légère brise qui déplace notre Mii accroché à 2 ballons. Une version arcade de Lost Winds en quelque sorte, avec un petit côté Pilot Wings. Obstacle à éviter, ballon à crever avec le système de combo qui va bien, ennemi à éliminer d'un coup de stylet lorsqu'on est juste à côté, atterrissage à gérer. À l'image de la météo, la difficulté se corse rapidement avec des bourrasques de vent, de la pluie, des champs de mines et toujours cette espèce de gros poisson qui nous gobe si on s'approche trop près du bord de l'eau. Sans doute la meilleure attraction solo avec Donkey Kong. On va maintenant passer aux 3 minigames multijoueurs essentiellement coopératifs qui proposent tous des modes de jeu différents et en particulier un mode solo. The Legend of Zelda Battle Quest, alias la quête des héros, peut donc se jouer seul ou jusqu'à 4. Tout le monde endossera le costume de Link, mais le joueur au gamepad manipulera un arc tandis que les 3 autres joueurs agiteront une épée à l'aide de leur Wiimote Plus. De nombreux niveaux prenant la forme de rides seront proposés, avec des éléments de décor à shooter à l'aide de l'arc et des boss de fin de niveau. Le gameplay proposé est donc un mix entre les épreuves de l'arc et du kendo de Wii Sports Resort. Pas franchement folichon, mais pas honteux non plus. Pikmin Adventure, alias la grande aventure, en revanche s'avère étonnamment décevant. Plusieurs modes de jeu sont proposés, solo, coop ou versus, mais aucun ne parvient réellement à tirer son épingle du jeu. Bordélique en versus et poussif en coop comme en solo, les Mii déguisés en Captain Olimar pour le détenteur du gamepad et en Pikmin pour les joueurs Wiimote se déplacent sur de jolies maps manquant cruellement de challenge et d'intérêt. Ce minigame en plus nous rappelle cruellement l'absence de Pikmin 3 au lancement de la Wii U. Metroid Blast, alias chasseur de primes, est le dernier des 3 modes coop. Lui aussi intègre des options solo et versus. Prenant la forme d'un TPS efficace, cette attraction propose de contrôler le vaisseau de Samus à l'aide du gamepad, tandis que les 4 autres joueurs, équipés d'une Wiimote Plus et d'un Nunchuk, resteront au sol. L'idée est de shooter des vagues d'ennemis dans une succession d'arènes et d'utiliser son grappin pour s'accrocher au vaisseau allié par exemple, voire de se transformer en Morph Ball pour se déplacer rapidement. Le joueur au gamepad, lui, sera le maître des airs et pourra aiguiller les joueurs au sol et les épauler en shootant à tout va. En versus, les joueurs au sol affronteront le vaisseau dans un deathmatch classique mais amusant. Une attraction sympathique mais qui manque un peu de peps et de surprise. Le joueur qui pilote le vaisseau est hors jeu. Nous allons enfin passer en revue les 3 jeux orientés compète qui font, il faut bien l'avouer, tout l'intérêt de ce Nintendo Land en exploitant à merveille le gameplay asymétrique permis par le gamepad. Ces 3 minigames sont uniquement jouables en multi jusqu'à 5, pas de mode solo ici. Mario Chase, alias Mario en fuite, est le plus classique du lot en proposant une épreuve du chat et de la souris. Ou plutôt, des chats et de la souris. Sur l'écran splitté de la télé, les 4 joueurs équipés d'une Wiimote tenteront d'attraper Mario, incarné par le joueur au gamepad. Chaque zone de la map étant identifiée par une couleur, il faudra communiquer pour tenter de coincer la souris Mario, celle-ci ayant une vue globale du niveau et de la position des autres joueurs sur l'écran du gamepad. Tout simplement hilarant. Dommage que les arènes proposées soient a priori limitées au nombre de 3. Luigi's Ghost Mansion, alias Luigi et le manoir hanté, est sans doute une raison suffisante pour donner sa chance à Nintendo Land. Le principe est toujours celui des chats et de la souris, sauf qu'ici la souris est un fantôme susceptible de se défendre. Du coup, on ne sait jamais qui est réellement la proie ou le prédateur. Le joueur au gamepad voit tout sur son écran. En revanche, sur la télé où évolueront les chasseurs de fantômes équipés de Wiimote, il est invisible. Pour sentir sa présence ou tout simplement le faire apparaître, il existe 3 solutions. Se fier aux vibrations de sa Wiimote pour hurler à ses partenaires « Il est près de moi! Il est là !» Attendre qu'un éclair illumine une partie du niveau pour révéler la présence du fantôme, ou utiliser sa lampe torche. Si on parvient à la braquer sur le fantôme suffisamment longtemps, si possible en le coinçant avec ses partenaires, son énergie diminuera jusqu'à sa complète annihilation. Sachant que l'énergie des piles des lampes torches est limitée et qu'elle ne peut être rechargée qu'en attrapant des bonus assez rares qui apparaîtront aléatoirement sur la map. Le fantôme, lui, peut attraper un joueur par surprise pour lui filer une frousse bleue qui le clouera au sol. Un joueur flippé ne pourra être ranimé que si ses partenaires prennent le risque de braquer sur lui leur lampe torche pendant de longues secondes, s'exposant ainsi aux attaques du fantôme tout en vidant leur précieuse batterie. Dernière précision, si les chasseurs jouent trop les campeurs, le fantôme peut maudire tout le monde de manière à vider d'un coup la batterie de leur lampe torche. Mais ce faisant, il apparaîtra sur l'écran de la télé. Tactique, flippant, complet, Luigi's Ghost Mansion est une franche réussite.
Si au départ seuls 3 niveaux sont proposés, on peut en débloquer 2 supplémentaires après avoir joué une vingtaine de matchs. La dernière des 12 attractions de Nintendo Land est Animal Crossing Sweet Day, alias la fête des bonbons. Sympathique, celle-ci reprend à nouveau le concept du chat et des souris avec plusieurs twists. Déjà, le joueur au gamepad n'incarne pas un chat mais 2. Il pourra en effet contrôler 2 personnages avec les 2 sticks analogiques, ce qui est un challenge en soi. Nick One s'est fait attraper. Les autres joueurs, eux, devront parvenir à lui échapper tout en récoltant un certain nombre de bonbons qu'ils feront tomber des arbres en appuyant sur des boutons Switch. Certains arbres demanderont à ce que plusieurs joueurs se maintiennent un certain temps sur 2 ou 3 boutons pour libérer leur butin. Plus un joueur ramasse de bonbons, plus il grossit et plus il est lent. Du coup, il est beaucoup plus facile à attraper. Une option permet donc de lâcher ses bonbons lorsqu'on est poursuivi par les 2 gardiens. Amusant et bien conçu, cette attraction semble néanmoins souffrir d'un manque d'équilibrage, favorisant nettement les joueurs Wiimote pour peu qu'ils travaillent ensemble et élaborent des stratégies. Voilà, on a fait le tour des attractions. Sachez simplement qu'un système de tampons propre à chaque Mi permet de débloquer jusqu'à 5 succès par minigame. Pour conclure, nous allons revenir sur le parc lui-même. Le fait d'essayer des attractions permet d'obtenir des pièces que l'on pourra dépenser en jouant à la tour Pachinko située au centre du parc. Chaque niveau terminé débloque des récompenses sous la forme de cubes mystères qui seront éjectés de la tour pour se disperser dans le parc. Une fois activés, ces cubes révéleront des objets de déco animés mais non interactifs, sauf peut-être les gros boutons qui permettent de modifier l'ambiance du parc. Ces blocs pourront également s'intégrer au jukebox afin de donner accès à de nouvelles musiques. Quant au petit train qui fait rapidement son apparition, il permet tout simplement d'enchaîner plusieurs minigames à la suite. Dernier détail, il est possible de débloquer une étoile tout en haut des portes, conduisant à une attraction, une fois celle-ci terminée. Et voilà, une belle étoile, rien que pour vous. Nintendo Land est plus riche que Wii Sports, qui ne proposait que 5 épreuves, et plus riche aussi que Wii Play, qui en alignait 9. Mais il s'avère finalement moins immédiat et novateur qu'un Wii Sports, tout simplement parce que le gamepad n'est pas aussi révolutionnaire et accessible pour le grand public que l'a été à son époque la Wiimote. Pourtant, le potentiel est là, indéniablement. Les minigames compétitifs en particulier donnent une idée claire de ce gameplay asymétrique tant vanté avec des épreuves Mario et Luigi tout simplement énormes. Plusieurs attractions solo sont également très amusantes et offrent parfois un bon petit challenge. Reste que Nintendo Land n'est qu'une compilation de mini-jeux offline et que seuls 4-5 minigames sur 12 feront véritablement l'unanimité. On notera aussi le semi-échec des épreuves coop, basiques et répétitives, même si Metroid s'en sort plutôt bien. Enfin, l'idée de thématiser les attractions en reprenant des classiques de Nintendo est excellente, mais le parc en lui-même ne ressemble à rien et manque cruellement d'interactivité. Ce titre, passé l'effet de surprise, risque malheureusement de prendre rapidement la poussière. Mais les quelques soirées entre amis offertes par Nintendo Land ne manqueront pas de marquer les esprits. Dans la vie, souvent, on connaît des déceptions. Regardez par exemple Street Fighter Cross Tekken sur Vita. Bon, moi le jeu, j'ai rien contre, hein. Par contre, à Paris Game Week, Alex est allé interviewer Monsieur Ono à propos du jeu. J'ai été déçu. J'aurais préféré qu'il pose ses questions à Bernard Minet. Oui. Il aurait pu lui demander alors, que pensez-vous de Street Fighter Cross Tekken Vita, Minet? Vitaminé. 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 Plusieurs mois après les consoles HD, Street Fighter Cross Tekken est maintenant disponible pour la PS Vita. Ce crossover réjouissant met face à face les persos des 2 jeux de combat les plus appréciés des 2 décennies précédentes. Malgré ses nombreuses qualités, il lui manquait certainement un petit quelque chose pour se faire une vraie place dans le monde de Versus Fighting. Nous avions d'ailleurs consacré une critique ainsi qu'un extra live sur le sujet que vous pouvez revoir à tout moment sur No Life Online. À l'occasion de Paris Games Week, Ono-san est venu nous rendre visite. Et c'est toujours bon pied bon oeil qu'il a accepté de nous parler en détail des différentes nouveautés de la version Vita. 内容はですね、もうまずプレイステーション3に入っていたことは全てっていうのとですね、でプレイステーション3ではダウンロードコンテンツだった12キャラが含まれた55キャラの状態でプレイができるようになってます。
に関して言うと結構ビータの触ってる人からするとですね、背面がない方がいいとかいろいろこう話もあるので、オンオフもできるようになってます。で何ができるかと思ったら、ストリートファイタークロス鉄拳は交代するゲームなので、交代させずに後ろをスラッシュしたりとかで、もしくは、ランチアタックっていう形でも強力なアタックをするときにまた右手で背面を触るとそれが発動したりとかっていうところのアテンドもできますし、もちろん格闘ゲームってちょっと熱くなってきてくるともう無意味に触っちゃうことがあるので、そこの部分はオフができたりとかっていうところでかなりカスタマイズができるような状態では背面のタッチに関しての仕様は入れてあります。Plus surprenant, Capcom a fait en sorte que la PS Vita puisse être utilisée comme une seconde manette de la PS3. Une utilisation qui n'est pas sans rappeler la fonctionnalité principale d'une nouvelle console venant de sortir. 某こういうマークのところと同じような使い方にはなるんですけども、完全にそのプレイステーションビータをですねコントローラー的に使うことができます。一つのまず使い方は、あれ俺今日友達とプレイしたいんだけどジョイスティック1個しかないと、でもう 2P のコントローラーがないんだっていう人はですね 2P のコントローラーとしてもまず使えます。でももっと言うとですね、ビータにもう一つ機能があるのはアドホックの機能があってですね、アドホックでもプレイステーション3とつながることができるんですね。で今回のビータはさまざまな新しい機能を入れててですね、カジュアル操作っていうのが入ってます。これはもう一切プレイヤーの操作しなくていいです。タッチをどんどんすることによってどんどん波動拳出してくれたりとか、どんどんいろんな技を出してくれるっていうモードがあってですね、それでプレイステーション3と対戦することもできます。だから僕がよく使うのはデートでこれを使ってくださいっていう話をよくいろんなところ言ってるんですけども、彼氏がですねきちっとしたスティックでやって、で彼女がビータでタッチだけで対戦するっていうことも本当に今回のその対戦のっていうかコントローラーとして使えるっていうところでもそれも可能になってますし、ビータを通じてプレイステーション3をこう介してですねオンラインの海に出ることもできます。でそのカジュアル操作っていうのを使ってランキングに参加するってこともできるので、結構自由度の広い仕様になったのではないかなと思ってます。En plus de tout cela, il y a aussi les fonctions de réalité augmentée, comme on a déjà vu sur PS Vita. Certes, ça fait très gadget, mais bon, ça ne se refuse pas. ビータの中の機能として入っているのが AR っていう機能なんですけども、もともと AR っていう話になるとですね、紙のボードが行ったりとかマークのこのものが行ったりとかってしてるんですけども、今回のプレイステーションビータに入っているストリートファイタークロス鉄拳の AR 機能はですね、もう何もない状態からできます。例えば今このカメラが皆さんこう僕見てると思うんですけど、こういう手をかさぐすだけでですね、プレイステーションビータのカメラを通すと、なんと僕の手の上にこういう形でブランカが乗ったりとかですね、チュンリーが乗ったりとかニーナが乗ったりとかっていうことも可能になってます。それはもちろん写真撮った後に Facebook だったりとか Twitter に上げれる機能の連動機能も入れてあるので、そういうところで遊んでみてもらったりとかすればいいかなと思ってます。ただ女性キャラクターでちょっとエッチな殿方たちはですね、下から見てみようとかっていうするとですね、ここはうまく今回作ってですね、ビータを下のアングルの角度にするとですね、ジャイロが反応して映らなくなりますそこは残念ながらその機能は今回我慢してくださいLook at the mess you just made of my ride. Après la sortie de Street Fighter Cross Tekken sur la portable Sony, il reste une grande inconnue. Est-ce que le projet associé Tekken Cross Street Fighter verra le jour prochainement? On l'espère en tout cas, même si pour le moment Namco Bandai Games, en charge du projet, n'a laissé filtrer que peu d'informations sur son développement. Très actif sur la Wii U, avec entre autres une édition spéciale de leur excellent Tekken Tag Tournament 2 disponible au lancement de la console Nintendo, on se dit que Namco Bandai Games pourrait nous surprendre prochainement avec une date de sortie multiplateforme. Bon, attention les geekettes et les geeks, surtout ne confondez pas le yokan, qui est une pâte de haricots gélifiés qui sert à faire des petites douceurs et des petits desserts sucrés, et les yokai, qui sont des fantômes, des monstres et autres bizarreries qui font peur du folklore japonais. Voilà, parce que si vous allez dans une pâtisserie et que vous demandez du yokai, on va bien se moquer de vous. Par contre, si vous voulez voir plein de yokai, vous avez qu'à regarder le spécial Retro Magic consacré à GG le Kitaro que nous a fait l'ami Parotaku. Et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur tous ces monstres grouillants et infects. J'ai peur. Je fais super bien la peur.
Très connu au Japon, le mangaka Mizuki Shigeru est considéré à juste titre comme un des plus grands experts en yokai, les monstres et esprits issus de la culture populaire et du folklore nippon. Les personnages de son œuvre la plus connue, Gegege no Kitaro, paru dès 1959 et appelé chez nous Kitaro le Repoussant, ont contribué à remettre en lumière l'extraordinaire bestiaire surnaturel illustré depuis le XVIIIe siècle au travers des estampes d'Okusai et surtout de Toriyama Sekien. Kitaro, le garçon du cimetière, accompagné de son père Medama Oyaji, réincarné sous forme d'œil vivant, fait aujourd'hui lui aussi partie de la culture populaire japonaise. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs jeux vidéo lui furent consacrés. Vous l'aurez compris, ce Retro and Magic sera placé sous le signe du surnaturel. Sorti sur Famicom en 1986, Gegege no Kitaro Yokai Daimakyo est un jeu de plateforme des plus classiques où l'on retrouve déjà le thème musical de la série animée. On y dirige Kitaro qui doit se battre contre divers yokai maléfiques à l'aide de ses cheveux épingles, à pied ou sur le dos d'Itan Momen, le tissu volant, dans des phases de pseudo shoot'em up. Il lui faudra aussi allumer des chandelles à l'aide d'un feu follet ou ramasser différents objets apparaissant aléatoirement dans les niveaux. Chaque niveau complété fera apparaître 2 portails, l'un permettant de rejoindre la carte de choix des niveaux, l'autre imposant de battre un mini-boss dans un niveau au scrolling vertical. La fin de chaque monde est quant à elle marquée par le combat contre un boss dans une arène limitée à un seul écran. Le nombre de facteurs aléatoires, cartes, ordre des niveaux, apparition des objets à récolter ou des mini-boss à combattre, en fait un véritable challenge, mais aussi un jeu agréable à parcourir plusieurs fois dès lors qu'on en a bien compris les règles. Il se verra adapté pour le marché américain sous le nom de Ninja Kid, Kitaro y étant là-bas complètement inconnu. La musique du titre sera modifiée ainsi que les sprites de plusieurs personnages, ceux-ci héritant d'un design typé manga des plus génériques. Chacun des niveaux se verra aussi doté de noms parfois étranges. L'année suivante sortira un deuxième jeu sur Famicom, le RPG Gegege no Kitaro 2 Yokai Gundam no Chosen. Il s'agit cette fois-ci pour Kitaro de traverser différentes régions infestées de yokai malfaisants tout en essayant de retrouver ses habituels compagnons. Les combats au tour par tour, très nombreux, nous permettent de reconnaître des yokai plutôt atypiques comme Kamikiri, le coupeur de cheveux, ou les aquatiques Umibotsu. Perdre un combat n'entraînait pas la fin de la partie, mais une régénération au début de la map, dans la maison de Kitaro, située au milieu des marais. Il faudra néanmoins attendre le passage à la 16 bits et la sortie du jeu d'action Gegege no Kitaro Fukatsu Tenma Daio sur Super Famicom pour retrouver la fidélité au chara-design de l'anime des années 80, adapté des aventures de Kitaro. Dans ce pseudo beat'em all au niveau court mais intense, il s'agit de délivrer les amis de Kitaro. Ils ont été faits prisonniers par des yokai comme Futakuchi Onna, la femme avec une bouche géante derrière la tête, ou encore Tantanbo, tête géante et monstrueuse qui sera par la suite un ennemi récurrent des jeux. En plus de ses cheveux piquants, notre héros pourra se servir de ses sandales en bois ou de décharges électriques pour venir à bout d'un bestiaire hétéroclite peuplé de bonzes sans visage et de renards métamorphes. La difficulté est élevée, mais il était possible de jouer à 2 simultanément tout en partageant sa barre de vie. Un joueur dirigeait Kitaro, l'autre un Oni amical. Ce mode de jeu à plusieurs était aussi possible et même conseillé dans Mizuki Shigeru no Yokai Yakihako, un party game sorti 2 ans plus tard, toujours sur Super Famicom. Il ne met pas en scène directement Kitaro, mais propose à 4 joueurs d'incarner des yokai célèbres revisités à la mode chibi kawaii. Se présentant comme une sorte de jeu de loi limité dans le temps, chaque partie est ponctuée de combats contre d'autres yokai, où chacun utilise les attaques surnaturelles décrites dans les écrits de Mizuki. Le vainqueur sera d'ailleurs désigné comme un grand maître des yokai, ressemblant étrangement à ce dernier. Sur console portable aussi, les aventures de Kitaro se virent très tôt adaptées. Ainsi, dès 1996, le Game Boy accueille Gegege no Kitaro Yokai Sozoshu Arawaru, un RPG reprenant la traditionnelle vue du dessus et le gameplay des Final Fantasy sortis sur cette console. Au programme, missions à remplir, combats aléatoires, leveling et visites de ville à la recherche d'indices et d'objets. Cette fois-ci, Kitaro est accompagné dès le début de son amie Neko Musume, la fille chat, et il est possible d'enrôler jusqu'à 5 autres yokai dans son équipe après les avoir battus au combat. Cela ne sera pas trop pour venir à bout des classiques donjons regorgeant de monstres et se concluant tout naturellement par l'affrontement d'un boss. Cet épisode sur Game Boy voit aussi l'apparition de l'encyclopédie listant l'ensemble des yokai rencontrés dans l'aventure.
Ce concept sera au centre de Mizuki Shigeru no Yokai Shashinkan, sorti en 1999 uniquement sur Neo Geo Pocket. Le joueur, dans le rôle de l'assistant du mangaka, devra traverser le Japon afin d'en recenser tous les yokai. Il faudra ensuite attendre 2003 pour retrouver Kitaro sur Game Boy Advance dans Gegege no Kitaro Kiki Ipatsu Yokai Retto. Cet excellent jeu de plateforme, ponctué de cinématiques directement tirées des planches de Mizuki, nous permet même d'assister à la naissance de Kitaro. Ayant provisoirement le contrôle de son père le temps du prologue, c'est au joueur d'attirer le nouveau-né pour le mettre à l'abri. Encore une fois, le but du jeu est de protéger l'équilibre entre le monde des esprits et celui des humains, tout en délivrant les yokai pacifiques emprisonnés dans des hôtels de pierre. Se déplaçant de région en région grâce à son fidèle vol de corbeau, Kitaro pourra cette fois se servir de ses sandales boomerang pour activer des mécanismes, s'accrocher à des plateformes mouvantes, utiliser sa veste pour attaquer des ennemis à distance, ou encore acheter des items lui permettant de se régénérer ou d'augmenter ses aptitudes. Utilisant les capacités sonores de la GBA à bon escient, le jeu nous donne par exemple à combattre des tanuki belliqueux se frappant le ventre pour produire le traditionnel son pon. Les boss de fin de niveau sont eux aussi très réussis et malgré la définition limitée, particulièrement fidèles aux illustrations originales. Tous les yokai battus seront une fois encore décrits dans un listing spécial. Avec l'arrivée de la PlayStation, les jeux inspirés de l'univers de Mizuki se diversifient. Le premier sera Gegege no Kitaro Noroi no Nikuto Katachi Tachi, un jeu d'aventure et d'exploration à la première personne sorti en 1997. Nous faisant incarner un simple humain, il proposait de choisir entre 3 scénarios différents. Le premier nous demandait de survivre à une nuit dans une école hantée par un prof zombie, nécessitant régulièrement de se cacher dans les placards à la manière d'un clock tower. Le deuxième nous proposait de résoudre une énigme liée à de mystérieuses poupées maléfiques et de cocons humains en compagnie de Kitaro. Alors que le troisième nous permettait d'explorer le labyrinthe que constituait le marais où habite Kitaro. Malgré une réalisation technique très limitée, l'ambiance prenante et parfois lourde donnait envie d'aller plus loin dans les histoires, une fois les commandes, pas toujours très intuitives, correctement comprises. La même année sort Mizuki Shigeru no Yokai Butoden, qui même s'il ne met pas en scène Kitaro, propose carrément un jeu de baston entre yokai. Le joueur a donc le choix entre 8 yokai différents et devra tous les battre afin d'arriver jusqu'au boss final qui n'est autre que le dieu de la mort. La réalisation et la maniabilité sont certes bancales, mais le jeu est une curiosité amusante. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut jouer avec un kappa ou assister à des combats improbables mettant en scène Tsunakake Baba, la vieille lanceuse de sable, ou Kama Itachi, la belette faucille. Ce n'est qu'en 2003 que nous retrouverons Kitaro en 2D dans l'excellent mais très dur jeu de plateforme Gegege no Kitaro Gyakushu Yokai Daishisen. Cette très bonne réalisation signée Konami Japon est celle s'approchant le plus d'un dessin animé. Kitaro doit y remplir diverses missions envoyées par la poste surnaturelle et qui se révéleront, dans la conclusion, être dues aux agissements de Backbird, l'œil noir maléfique. Cela l'amènera à traverser des environnements variés, scrollant horizontalement et verticalement, ou parfois plongé dans l'obscurité comme cette inquiétante maison hantée. Il croisera sur sa route des yokai inédits comme des aveugles ayant des yeux leur sortant des paumes, Mukade le scolopendre, ou encore Gacha Dokuro, le squelette géant inspiré d'une estampe d'Utakawa Kuniyoshi. Pour en venir à bout, Kitaro peut maintenant renvoyer certains projectiles en les griffant ou en se faisant seconder dans chaque mission par un de ses amis, Itan Momen, Neko Musume, Tsunakake Baba, Nezumi Otoko, ou même Nurikabe, le bloc de pierre vivant. S'il est possible de sauvegarder entre chaque mission, il n'y a aucun moyen de regagner de l'énergie pendant les niveaux, et une mort contre un boss implique de devoir retraverser tous les environnements pour arriver jusqu'à lui. En petit bonus, le jeu permet d'accéder dès le début à une sorte d'encyclopédie médicale où le père de Kitaro nous explique avec beaucoup de détails anatomiques le fonctionnement interne d'un yokai, une source de connaissances forcément inestimable.
Le dernier jeu rétro à mettre en scène les yokai version Mizuki sera Gegege no Kitaro Ibun Yokai-tan sur PS2. Tout comme les versions plateformes sur GBA et PlayStation, celui-ci a été réalisé par Konami, dans le cadre des cérémonies célébrant les 80 ans du mangaka. Ce tactical RPG reprend d'ailleurs fidèlement les designs originaux lors des cinématiques 2D. Il met même en scène Mizuki le temps d'une introduction sur la présence du surnaturel dans les villes modernes. « 21e siècle oblige, Kitaro utilise maintenant le Mononoke Web pour enquêter sur les phénomènes paranormaux et dispose même d'un téléphone portable spécial yokai. Outre ces cinématiques, le jeu propose aussi des séquences d'exploration à la première personne dans des lieux abandonnés qui auraient été tout à fait à leur place dans Silent Hill. Ces séquences offrant leur lot de portes qui claquent ou d'apparitions effrayantes en 3D, les cœurs fragiles devront s'abstenir. Les séquences de gameplay à proprement parler consistent en des déplacements de chaque personnage en case par case et à des attaques au tour par tour. La place offerte par le support DVD permet d'offrir une multitude de petites vidéos pour toutes les attaques de yokai alliés ou ennemis. Proposant des stratégies d'approche progressivement de plus en plus complexes, c'est un jeu très prenant, incitant constamment le joueur à progresser dans le jeu pour découvrir de nouveaux yokai et leurs attaques animées. Même si ce Retro & Magic a été plutôt long, nous n'avons abordé ici que les jeux les plus emblématiques sur le personnage créé par Mizuki Shigeru. La Saturn possède elle aussi des jeux Kitaro, mais ce sont plutôt des visual novels interactifs, ne présentant que peu d'intérêt pour qui ne lit pas correctement le japonais. Aujourd'hui, des consoles plus récentes comme la Nintendo DS ou la Wii japonaise accueillent encore régulièrement Kitaro et ses amis dans des jeux de plateforme ou des party games surnaturels, alors que la dernière série télévisée au Japon date de 2008. Cela tend à prouver que même si le grand public n'en a pas forcément conscience, dans nos sociétés connectées, les yokai restent bel et bien présents, cachés parmi nous. Gegege no ge, minna de utao, gegege no ge. Minna de utao, gegege no ge. Minna de utao, gegege no ge. Oui, mais le yokan aussi, ça peut être dangereux. Hein. Si on est goulu comme moi et qu'on s'en piffe, on peut s'étouffer. C'est très dangereux et il faut manger avec parcimonie. Voilà, user, ne pas abuser. Ceux avec quoi on peut abuser, par contre, c'est les bisous. Parce qu'il y en a toujours, et ça ne s'use jamais, les joues des geeks et des geekettes qui reçoivent les bisous de leur Benoît préféré. Des gros bisous.